Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse quantitative de Heineken. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Eh bien on voit que ça a quand même bien décroché depuis les plus hauts de mai 2023. On a quand même baissé de 20-25%. Le cours semble rebondir depuis quelques jours suite à la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre. Ce chiffre d'affaires il est à 7,8 milliards d'euros, une baisse de 4,9% en comparable. Donc on est sur quand même une légère décroissance. Après, le secteur de l'alcool en général est en difficulté. Maintenant la bière c'est moins en difficulté que les spiritueux. On va regarder si c'est le moment de s'intéresser à cette entreprise. Donc on n'a pas la publication du premier trimestre 2025 disponible sur l'outil. Pour rappel, en fait, ce qu'il fait cet outil, c'est qu'il prend la croissance, le chiffre d'affaires semestriel et le divise par 2. Évidemment, c'est faux. On a dit sur 7,8 milliards sur le premier trimestre. Donc au premier semestre, il nous mettait que c'était 7,4. À voir. Donc le groupe nous dit que c'est une décroissance incomparable. Donc on est quand même sur un secteur qui est très mature, un peu cyclique, et donc là on est en bas de cycle. On va voir si c'est le moment de s'y intéresser à cette entreprise ou non. À noter qu'il y a un peu d'acquisition sur 10 ans, on a 3 milliards d'acquisition, ce qui aide un peu la croissance du chiffre d'affaires. Alors, les taux de marge maintenant, on est sur un taux de marge brut qui est en dessous de la médiane. Le médiane est à 39%, on est sur 36%. Cette industrie, la bière, c'est quand même assez plutôt commoditisé, c'est pas très différencié comme produit la bière si on compare aux spiritueux. Donc on a quand même on va avoir des difficultés à monter les prix. Après Heineken fait partie des leaders avec AB InBev du secteur, donc il doit quand même avoir une capacité à au moins maintenir les prix. On est sur un taux de marge d'EBITDA, lui, qui baisse également par rapport à la médiane, mais moins vite que le taux de marge brut. Donc on arrive quand même à un peu freiner cette baisse des marges grâce à des gains d'efficience opérationnelle, donc ça c'est pas si mal. Le taux de marge net est plutôt faible, 3,3% contre une médiane à 8,5%. Est-ce que c'est le moment de paniquer, est-ce que c'est dangereux pour la boîte? Si on regarde le niveau de free cash flow, on est quand même à 11,13%, donc ça, c'est plutôt comptable, mais en réalité, on arrive quand même à maintenir un bon taux de marge de free cash flow. Donc c'est pas si mal finalement. Après, c'est pas un secteur hyper qualitatif non plus, mais c'est plutôt défensif à mon avis. Sur les marges, on voit que c'est relativement bien géré, on va dire. Ça s'effondre pas complètement, on arrive à faire un peu des économies pour maintenir la marge d'EBITDA, donc on peut se dire que le management quand même s'en sort à peu près. Regardons la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Est-ce qu'on est aidé par la variation du BFR? Oui, pour 2,8 milliards, donc ça c'est bien. Est-ce qu'on est aidé par une moindre dépense en capital? Non, on continue à avoir une dépense en capital assez élevée sur ce qui est des boissons alcoolisées, il faut des stocks, et donc ça il faut aussi il faut des stocks stratégiques de matières premières, ça rentre dans la dépense en capital. Donc c'est normal qu'on ait une différence entre les dépréciations et amortissements et les dépenses en capital. Donc ça devrait pénaliser les free cash flow, mais du coup on a quand même des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Si on regarde les other non-cash items, on en a pour 12 milliards, donc là du coup ça compense. Donc là vous avez, je pense, l'explication de la différence entre free cash flow et bénéfices nets. Qu'est-ce qu'il y a dans les other non-cash items? Rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie pour le savoir. Pour valoriser l'entreprise, on passera par les free cash flow plutôt. Ça représente mieux ce que gagne l'entreprise en réalité. Et ça c'est s'il n'y a pas de dette, mais on va voir qu'il y a de la dette chez Heineken. Alors, la rentabilité opérationnelle, 7,6% contre une médiane de 7,8%. On est sur la médiane. C'est pas énorme comme rentabilité, mais c'est la norme dans ce métier-là. Si on regarde la croissance, on est quand même sur une croissance qui est plus faible que ce taux de rentabilité. Donc un taux de croissance qui a 5% en médiane et qui a quand même ralenti sur les dernières années à 5%, qui a un peu augmenté en réalité. On est en mesure d'à minima s'autofinancer sur Heineken, mais c'est un peu juste. On va regarder maintenant l'endettement du groupe, et la dette est quand même élevée chez Heineken, on est presque à 3 fois les l'EBITDA. Ça c'est lourd.
c'est pas un business qui a forcément beaucoup de visibilité sur les cash flows, hein, donc ça veut dire qu'on va avoir des taux d'intérêt qui sont normaux, qui sont pas on va dire un peu plus bas que la norme, parce que comme sur les opérateurs télécoms ou les utilities. Donc ça va peser sur les résultats nets, hein. La charge financière à cause des intérêts va peser sur le résultat net, vu qu'on est assez endetté. Bon, ce qu'on peut noter, c'est que depuis mi-2023, on a quand même sur une trajectoire baissière au niveau de la dette, donc c'est pas si mal. On va quand même réussir à réduire petit à petit le niveau d'endettement, et ça devrait augmenter, donc faire baisser les charges financières et donc augmenter le résultat net. Donc ça c'est pas mal. En termes de free cash flow, c'est quand même entre 4 et 5 fois, donc c'est élevé, hein. Le niveau d'endettement est élevé quand même chez Henkel, il faut en avoir conscience. Maintenant, la trajectoire est plutôt encourageante. La rémunération de l'actionnaire maintenant. Alors, le dividende c'est 1,2 milliard, et free cash flow c'est 3,3 milliards. Donc on est sécurisé sur ce niveau de dividende. On a des rachats d'actions en plus, donc on a un rendement d'actionnaire qui est à 2,7%, ce qui est pas exceptionnel pour une boîte mature, hein. C'est assez mature comme business, et bon, on a les moyens normalement d'augmenter le dividende. Si la valorisation est basse, on va le voir après, on pourrait aussi racheter plus d'actions. Donc ce rendement d'actionnaire, il pourrait quand même être plus élevé, hein. Pour que ça soit attractif, il faudrait qu'il revienne à ce niveau-là, hein, 4,5, là ça pourrait être intéressant. Allez, on va regarder la valorisation maintenant en valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, la médiane c'est 12,8, à l'heure actuelle on est à 11,6, donc il y a 10% de décote, on va dire, entre 10 et 15% de décote. Ça offre une petite marge de sécurité. Conclusion du dossier Henkel, bon, ça reste défensif, mais pour que ça soit vraiment plus défensif et plus sûr, il faudrait que la dette baisse un petit peu et que le rendement de l'actionnaire augmente un petit peu. Et les deux vont de pair, hein. Si vous avez une moindre part des bénéfices et des free cash flow du coup qui vont dans le remboursement de la dette, vous pourrez augmenter le rendement de l'actionnaire et baisser la dette. Donc il faut d'abord baisser la dette et après augmenter le rendement de l'actionnaire pour que ce dossier devienne vraiment intéressant en fonds de portefeuille. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.